Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce talk. Donc on va parler de Docker et de ce qui est nouveau dans Docker 2017. Déjà, je vais passer un petit coucou à Jean-Laurent Morlon que je remplace parce qu'il est dans l'Aveyron. Et donc moi, c'est Vincent Demester. Je bosse à Docker depuis 6 mois. Je suis mainteneur sur le projet depuis à peu près 1 an et demi. Donc en fait, je me suis fait recruter en étant mainteneur. Et voilà, et je bosse à Docker Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait à Paris? Déjà, on est à peu près 15 ingénieurs. On bosse surtout sur Docker for Mac et Docker for Windows, que je démontrerai un peu plus tard. On bosse sur l'engine, en fait, c'est moi. On bosse sur certaines éditions, pareil, j'en reparlerai un peu plus tard, mais notamment Google Cloud Platform avec David Gageot. Et on bosse sur le Distribution Storage, donc ça c'est l'équipe Infinite qui a été rachetée en novembre dernier, je crois. Et il y a 5 sales guys, et comme c'est écrit en rouge, on cherche des ingénieurs, donc n'hésitez pas à venir, ça c'est l'instant pub. Donc déjà, qu'est-ce qui a changé récemment dans Docker? Un, c'est la façon dont on versionne et dont on ship nos éditions, nos binaries. Donc avant, c'était 1.12, 1.13, etc. Maintenant, en fait, on a adopté un schéma un peu plus Ubuntu-like ou Canonical-like, où l'idée c'est de dire, déjà on ship tous les mois, sauf que une fois tous les 3 mois, c'est une version stable, et une fois tous les mois, c'est une version qui est forcément un peu moins stable. Donc du coup, on se retrouve avec 2 channels. Un channel stable, safe, 17.03, 17.06, 17.09, donc c'est ceux-là qu'on va par exemple conseiller pour déployer sur votre production. Par contre, si vous voulez vivre un peu plus sur des billes, vous pouvez prendre les versions qui sont shippées tous les mois, qui auront beaucoup plus de features, ou en tout cas, les features, vous n'aurez pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir une seule feature. Donc par exemple, aujourd'hui, on est en 17.04 CE, donc moi j'ai la RC2 parce que j'ai pas osé me mettre à jour aujourd'hui, mais la version finale est sortie hier, ou aujourd'hui, ou ce matin, ou dans la nuit en tout cas à San Francisco. Donc voilà. On a aussi ce qu'on appelle des Docker Edition, donc Docker for Mac, Docker for Windows, c'est un exemple. C'est en gros le engine, donc la base, le binaire de base, que tout le monde connaît et que tout le monde sait déployer, on va dire, et qui est adapté pour des plateformes, que ce soit des plateformes desktop pour le développeur, Docker for Mac, Docker for Windows, ou que ce soit pour des plateformes dans le cloud, Docker for AWS, Docker for Azure, Docker for Google Platform. L'idée, c'est que ce soit très simple de déployer sur Amazon, ou très simple de déployer sur Azure, ou très simple de déployer sur Google Cloud Platform. Il y en a un peu partout. Il y a aussi 2 versions. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas présent ici. On a une version Community Edition, donc c'est la version qu'on connaissait avant, actuelle, et la version Enterprise Edition, la II, qui est ce qui s'appelait avant Computer, je sais plus quoi, quelque chose, Customer Support, qui était la version CS. Maintenant, ça a été rebrandé II et CI, mais au final, ça fait exactement la même chose. C'est juste que du coup, si vous partez pour II, vous avez le support commercial de Docker. Donc, on va parler de quelques éditions et principalement de Docker for Desktop, parce que déjà, on l'a fait à Paris, donc on est les mieux placés pour en parler. Docker for Desktop et Docker for Windows, c'est la meilleure façon, la façon la plus native de faire tourner Docker sous Mac OS X ou sous Windows. Alors avant, c'était Docker Toolbox qui permettait de faire ça. Et en gros, on démarrait une VM et il fallait discuter avec la VM. C'était pas forcément super cool. Ça marchait très mal derrière un proxy. Le network donc était difficile à setuper. Enfin, il y avait beaucoup le partage des fichiers était infernal avec VirtualBox. Enfin, c'était vraiment infernal. Donc maintenant, il n'y a plus VirtualBox, il n'y a plus Fusion, il n'y a plus rien du tout. On utilise par exemple sous Windows Hyper-V de Windows directement. Il se met automatiquement à jour. Donc en fonction du channel sur lequel on est, on a nos mises à jour tous les mois, voire un peu plus que tous les mois quand on est en mode bêta, parce qu'on va avoir aussi des RC, comme mon PC là par exemple. Et il y a quelques intégrations super cool. Donc à quoi ça ressemble Docker for Mac ou Docker for Windows? Alors moi je vais vous présenter ça sur Windows. C'est une petite preuve que j'ai confiance en mes collègues qui bossent là-dessus. C'est la première fois depuis au moins une dizaine d'années que j'utilise un Windows, à peu de choses près. Bon, je triche un peu parce que ça fait une semaine que je m'y réadapte, mais l'idée est là.
Donc en gros, une fois qu'on a installé Docker for Windows, on a ce petit icône qui nous indique que Docker est là, et du coup, quel que soit l'endroit où je suis dans un shell, je peux faire mon Docker PS comme avant, je peux faire tourner un conteneur, disons, je sais pas moi, Alpine, je démarre un shell, hop, je suis dans mon conteneur, je peux faire tout ce que je faisais avant ou ce que je fais sous Linux, et je suis tranquillou. Un des avantages qu'on peut avoir, par exemple, sur la version pour Windows, c'est que suivant c'est un peu spécial. En fait, suivant la version de Windows qu'on a, si on a Windows 10 Pro ou Windows Server 2016, qui est peut-être sorti ou peut-être pas, je ne sais pas, on peut utiliser la version native des conteneurs. Donc là, en fait, si je fais un Docker version, que j'arrive pas à écrire, on voit que mon client est sous Windows, normal, mais mon serveur, c'est un Linux. Parce qu'en gros, ça tourne en Hyper-V, tranquillou. Si je switch sous Windows, là, je prends quelques risques, hop, il va me dire gentiment, bah voilà, je suis en train de redémarrer, etc. Et quand je vais retaper Docker version, une fois qu'il aura bougé, c'est ça, il est plus. Je me retrouve avec Docker for Windows. Donc là, j'ai un serveur qui est sous Windows. Si je peux démarrer un peu n'importe quoi, c'est super cool si je veux tester sous Windows. Petit quand même bémol à Windows, parce que j'ai un Linux au départ quand même. Les images Windows sont assez grosses en ce moment. L'image de base de Windows Server fait 4 Go, et l'image un peu plus petite, la nano serveur de Windows, fait 300 mégas. Ce qui est un peu différent des Alpine qui fait 8 mégas ou ce genre de petits trucs. Il y a d'autres trucs intéressants. Par exemple, l'intégration avec Docker Cloud. Donc là, ce qu'on voit, on va voir, je me suis logué en fait avec mon compte, donc on voit mes organisations. Et on voit surtout les différents swarms, donc les différents clusters que j'ai définis dans mon cloud. Et je peux aller directement pointer dessus, donc je vais pointer sur mon Docker Devox. Et là, si je fais un Docker version, oups, je vais pointer, alors c'est un petit peu lent. Donc là, je suis toujours en local sur mon client, on voit que je suis en 17.04 CE RC2. Mon serveur est en 17.03 parce que j'ai déployé une version stable sur un de mes serveurs. Et donc là, je peux faire à peu près tout ce que je peux faire sur un swarm, enfin sur un Docker cluster swarm mode. Donc là, je peux lister les nœuds et si le réseau veut bien venir, il devrait me lister les nœuds un jour. L'effet démo, super. Donc normalement, il me liste le truc. Il ne le fait pas. J'en profitais pour boire un coup. C'est bizarre. Bon, on a vu en tout cas qu'il me faisait le Docker version, donc il a réussi à discuter avec le serveur. Je ne sais pas pourquoi là, il est parti en vrille. Sachant que pour setuper ça, c'est vraiment super simple. En gros, on va dans le cloud, on active un petit truc qui s'appelle Swarm Mode, ici. On va dans l'onglet Swarm, qui est en bêta. C'est peut-être pour ça que ça peut planter. On fait un Bring Your Swarm, ici, et on a juste ça en fait à exécuter sur le Swarm, sur le démon sur lequel on veut, lequel on veut attacher. Donc, je peux le faire en live, on va voir si j'ai encore l'effet démo. Je vais aller par exemple ici, j'en ai fait un deuxième, je vais prendre un manager, donc là je suis chez Google Cloud, hop, je démarre une console SSH, pareil, j'attends un peu, et normalement je vais pouvoir me loguer, enfin l'enregistrer, il va apparaître dans le cloud. Yes, ok, cool, il se connecte, nickel, j'ai un accès shell, je lance mon truc. Il va télécharger l'image normale, il va me dire quitter, moi CV de Mester, hop, mon mot de passe, tac, je vais essayer de ne pas me planter. Il va me demander sous quel namespace je veux, donc en gros si je veux que ce soit sous mon namespace perso, sous namespace Docker ou autre, donc là je vais mettre mon namespace, non, CV de Mester, et je vais lui donner un nom fou, par exemple. Donc voilà, j'ai mon cluster, il est disponible, et normalement, si je reviens ici, que je liste mes swarms, j'ai fou qui est dispo.
je fais ma tambouille, je fais un docker node ls, et cette fois-ci, j'ai un problème de réseau. Super. Alors normalement, j'ai pas de problème de réseau. J'ai tort d'avoir trop confiance. À chaque fois que je répète, c'est bon, et à chaque fois que je suis là, c'est pas bon. Donc voilà. Faut savoir aussi que on a quelques petits settings potentiellement changeables. On peut configurer certaines infos de notre démon, genre combien de CPU je veux partager avec que je veux donner au Docker démon. Si j'ai un proxy que le démon doit respecter, différentes options, si je veux carrément les setuper à la main. Je peux faire tout ça, c'est plutôt cool. Hop, revenons sur les slides. Donc là, j'ai présenté Docker, le binary assez rapidement. Maintenant, je vais plutôt parler de Docker en général. Donc la première chose, jusqu'à la version 1.13, on générait 2 binaires à chaque fois, un binaire normal, stable, on va dire, et un binaire expérimental. Maintenant, c'est plus le cas. On utilise des feature flags. Donc, en gros, il suffit de démarrer son démon avec le mode -expérimental, et toutes les fonctionnalités qui sont étiquetées comme étant expérimentales sont à dispo. Donc, ça peut permettre de tester quelque chose sans avoir forcément à faire un setup différent et à aller chercher un binaire différent. Il y a une nouveauté aussi. Donc, on a tendance à dire que Docker, il faut faire tourner un process et un seul process. En fait, on peut faire tourner autant de process qu'on veut dedans. Par contre, parfois un process il va forker, il va faire des enfants, etc. Et à un moment donné, on va se retrouver avec des process dits zombies. Et c'est un peu chiant parce que c'est normalement la responsabilité. Enfin, Docker ne va pas de base faire quoi que ce soit pour essayer de les tuer parce que ce n'est pas sa responsabilité. Cependant, je pense que c'est la version 1.13, on a un petit binaire qui s'appelle Docker init qui peut être automatiquement démarré en tant que PID1, c'est-à-dire en tant que init de notre conteneur, qui permet de faire ce petit killing de zombies. Et on peut également, on a notre implémentation Docker init qui est en fait Tiny, qui est un projet open source rebrandé. Et on peut en utiliser un autre. Donc je sais que Red Hat en utilise un autre, par exemple, avec le init pass. Ça, je ne vais pas le démontrer. Il y a aussi toute une restructuration des commandes en ligne. Donc, en gros, je vais aller là. Avant, on faisait un Docker PS, et on a encore l'habitude de le faire. Un Docker PS pour lister les conteneurs, un Docker image pour lister les images. Et en fait, il y a des noms, Docker Run, on ne sait pas trop à quoi ça s'applique, etc. Donc maintenant, on a en fait des sous-classes, on va dire. On va avoir Docker conteneur, et donc tout ce qui est lié au conteneur va être en dessous. Donc si je veux lister les conteneurs, en fait, au lieu de faire Docker PS, qui marche toujours, je peux faire un Docker container ls. Je veux lister les images, je ne vais pas trop réfléchir, c'est image ls, et je liste mes images. Je veux lister mon network, je fais Docker network ls. Oups. Network ls, et je liste mon network. Voilà en gros, et il n'y a que quelques... On a quand même gardé tous les trucs root, c'est-à-dire que Docker build existe encore. En fait, on peut faire un Docker build ou son équivalent Docker image build. Alors l'idée, c'est que c'est à terme d'utiliser Docker image build, etc., parce que c'est un peu plus clair quand nous on l'écrit. Après, c'est un peu plus long aussi. Et pas d'inquiétude, les Docker PS, Docker Run, ils disparaîtront jamais, parce que c'est tellement utilisé dans tout script ou autre qu'on ne peut absolument pas imaginer les supprimer un jour. Mais c'est un peu plus clair quand on arrive quand on arrive sur la command line Docker et qu'on va se dire, bah, tiens, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire avec une image ou qu'est-ce que je peux faire avec un conteneur. Autre chose assez intéressante, à partir de la 1, oui, je crois que c'est un 13, le client va pouvoir parler avec des API en dessous, j'allais dire lower, mais plus basse. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, un client, genre un client 1.10, peut parler, un client 1.11 peut parler avec un 1.10 et un 1.11, mais pas avec un 1.12. Maintenant, ça va être l'inverse. Donc en gros, on peut même le voir, ici, j'ai dans ma liste de conteneurs, j'ai un Docker qui tourne dans un Docker, parce qu'on peut. Et si je pointe dessus, donc moi, ma version ici, c'est la 17.04 quelque chose, et
mon conteneur, en fait, c'est un 1.13.1. Et si je discute avec lui, donc pour discuter avec lui, c'est assez facile. Je vais pointer vers son host, donc là c'est 2.3.7.5.1, voilà. Si je fais un Docker version en pointant vers lui, on va voir que mon serveur c'est bien le 1.13.1, et on va voir que mon client, en fait, son API initiale, son API par défaut, c'est la 1.28, qui est l'API, le numéro de version de l'API de la 17.04, mais qu'automatiquement, il a détecté que le démon était une API 1.26, qu'il la supporte, et du coup, il parle en 1.26 avec le démon. Ce que ça permet de faire, c'est que sur ce démon-là, si je veux faire une commande, alors je ne sais pas si ça va marcher parce que je vais faire ça. Non, il ne va pas me le dire. Je vais faire ça avec un point. Voilà. Ce que ça me permet de faire, c'est de dire, tiens, le flag que tu es en train d'utiliser, --squash, que je vais démonter après, il n'est pas supporté par ton démon. Ou là, en l'occurrence, c'est un peu faux parce qu'il n'est pas supporté par un démon expérimental. Mais en gros, l'idée est là, c'est que on va pouvoir dire, tiens, ce flag-là, en fait, il est disponible qu'à partir de telle API, et donc je peux toujours questionner un ancien démon. Par contre, je peux valider ou pas que tel ou tel flag va fonctionner. Autre chose, je ne sais pas si vous connaissez les plugins ou pas, ils étaient en expérimental aussi jusqu'à très récemment. Maintenant, il est possible d'utiliser des plugins. Donc, on connaissait déjà les plugins avec les volumes. Donc, en gros, quand on fait un Docker, Docker volume ls, ici, le driver, par défaut, c'est local, mais en fait, on peut avoir des plugins. Et genre Rancher fait un plugin qui s'appelle Convoy, d'autres plugins sont disponibles. Et en fait, on peut les installer assez facilement en faisant Docker plugin install. Maintenant, alors déjà, Docker plugin, on peut faire pas mal de trucs. On peut en créer un à partir d'un file system, enable, disable, regarder ce qui se passe, faire un ls, comme sur toutes les autres commandes. Le pusher, c'est-à-dire que quand on est content de notre plugin et qu'on veut le pusher, on le push. Ce genre de truc-là. Donc moi, je vais en installer un. On va dire que je vais installer le plugin SSH de mon ami Victor. Victor SSH FS, je crois qu'il s'appelle. Donc je lui dis, voilà, je veux installer tel plugin. Alors les plugins, en fait, par défaut, ça marche exactement comme les images. Par défaut, il va regarder sur le registry de Docker, c'est-à-dire le hub. Et si vous avez un registry qui supporte les plugins, en fait, vous faites la même chose que vous faites avec une image. Vous mettez le registry / le nom du plugin et ça ira le chercher. Et là, il me dit, voilà, moi, je suis vieux SSHFS. J'ai besoin d'accéder au host du réseau, enfin au réseau host, c'est-à-dire que je vais avoir besoin de voir toutes tes cartes réseau. Je vais avoir besoin de monter tel dossier, je vais avoir besoin d'accéder à tel device et je vais avoir besoin d'avoir telle capabilities. Alors là, capsysadmin, ça veut dire je veux tout. Et là, moi je suis OK, je dis yes, il va s'installer, il va télécharger le plugin. Hop. Et il va s'installer, j'ai plus qu'à le... Alors je pense que par défaut en plus il est enable, donc on va regarder. Tac. Voilà, il est enable, c'est un plugin SSH FS pour Docker. Et donc je sais que, là c'est pas forcément clair, mais je sais que c'est un plugin volume, donc je vais pouvoir créer un volume, par exemple, avec ce driver-là. Donc je vais dire, je crée mon plugin avec ce driver-là, avec ce plugin-là, dans vieux SSHFS. Je vais lui dire, tu vas te connecter à route à 127.0.0.1 avec comme option aussi le port qui est 2.2.2.2 et alors là c'est juste pour les besoins de la démo et un password qui va être devoxfr si je me souviens bien. Alors effectivement c'est très moche parce que là du coup je donne mon password en clair et je vais l'appeler SSH volume et j'ai oublié de mettre volume devant forcément. Tac. Et j'ai oublié autre chose. Flag. Ah, moins P. Non, c'est moins O. Hop. Hop. Et j'ai encore oublié quelque chose. Docker volume create. SSH volume. Non. Non. Windows.
J'ai pas mis le égal. Ça marche mieux. Yes. Du coup, merci. Du coup, je le vois. Yes, nickel. Donc maintenant, je peux démarrer un conteneur avec. Je vais démarrer un conteneur, donc il va utiliser le volume SSH volume. Je vais le monter dans Data. Je vais démarrer Alpine et je démarre un shell. Et je vais me mettre en mode interactif. Et je me suis planté quelque part. Ok. Alors, je pense que je sais où je me suis planté, donc je vais quand même tester, sinon je vais abandonner. Hop, slash. Non. Bon, alors c'est de ma faute. Ça marche. C'est juste que j'ai pas noté la commande qu'il fallait que je tape et donc je me suis planté. En gros, c'est juste pour montrer que c'est assez facile d'installer un plugin. Alors là, c'est un plugin volume. Il y a des tonnes de plugins. Ils sont listés sur le store, pareil, sur le hub de Docker. On peut leur passer des options, etc. Bon, j'aurais dû réviser ce truc-là. Un autre truc qui est assez intéressant, c'est des commandes de management de données. En gros, l'idée, c'est de savoir mon démon, quelques stats sur mon démon en termes de taille. Donc, combien d'images sont sur mon démon, combien sont actives, c'est-à-dire combien sont utilisées par un conteneur, quelle taille elles prennent en tout, et combien j'ai de conteneurs, etc. Donc j'ai ce petit truc-là. Je peux aussi lui dire, tiens, en fait, moi j'aimerais bien nettoyer tout ce qui sert à rien sur mon système. En gros, tous les conteneurs qui sont arrêtés et dont j'ai plus besoin, toutes les images qui sont plus utilisées par aucun conteneur. Je peux faire un Docker system prune. Là, il me demande quand même si je suis sûr. Je fais un yes et là, il va supprimer, il va stopper mes conteneurs et les supprimer, ceux qui servaient à rien. Il va me déléter un network qui était créé mais que personne n'utilisait. Et il va me détruire toutes les images qui servaient à rien. Cette commande prune, elle est faisable aussi sur chaque sous-commande. C'est-à-dire que je peux faire Docker image prune. Alors en l'occurrence, là, comme je viens de nettoyer, il ne va rien faire. Mais en gros, l'idée, c'est plutôt que de les chercher à la main ou de faire ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire un Docker RMI de Docker image ls filter quelque chose. Voilà. Plutôt que de faire toute cette commande-là, maintenant, on fait un Docker system prune, c'est un peu plus facile d'utilisation, on va dire. Autre chose un peu plus intéressant et tout aussi casse-gueule pour moi, c'est les améliorations sur le builder. Donc le builder, c'est le Dockerfile. En gros, un truc comme il est où? Un truc comme ça, un Dockerfile qui fait quelque chose et avec des différentes étapes et qui construit une image. Il y a plusieurs améliorations qui sont faites. Ça, c'est que le début. Il y en a qui sont déjà présentes dans la version stable actuelle et d'autres qui sont ici, qui vont arriver dans la 17.05, donc qui sont en mode, qui sont soit déjà mergés, soit encore en cours de review. Une des premières qui est arrivée et qui était très demandée, c'est de pouvoir se connecter à un réseau autre quand on fait un build. Donc en gros, c'est d'avoir par exemple un réseau, et je me souviens du coup pourquoi j'avais mon network foo. Donc je vais créer un réseau qui s'appelle foo. Je vais démarrer un conteneur dessus, -d, que je vais nommer hello par exemple, non pas hello, je vais nommer whoami, hop. Et ça va être Emile Vogue /whoami. Donc là je démarre un conteneur dessus qui en fait est un petit serveur web qui m'affiche un truc quand je lui pose la question. Et en fait, ce que ça me permet de faire, c'est de me dire, quand je vais construire par exemple cette image-là, j'aimerais bien avoir accès à whoami. Whoami, en fait, c'est le nom de mon conteneur. Et j'aimerais bien que pour ce build-là, je puisse taper sur le réseau foo. Alors là, ça n'a aucun intérêt dans ce que je vais faire ici, mais l'idée, c'est que si jamais on a un conteneur qui a, par exemple, les artefacts à jour dont on aurait besoin dans notre image, qu'il soit démarré quelque part, que nous on est juste à se connecter comment? Ah, il était là.
qu'on ait juste à se connecter au réseau et c'est tout bon. Donc là, en gros, si je veux faire ça, je fais un docker build, -network foo, -t foo, parce que je suis fou, et point. Et là, en fait, tout est en cache, donc je vais disable le cache, effectivement. Hop. Ok, ça s'appelle no cache. Donc là, je lui dis de ne plus utiliser le cache. Il va exécuter mes runs un par un, et là, en fait, quand il va faire mon curl ou am I, j'ai pas le network, mais normalement, c'est bon. Hein. Putain, je l'ai fait tout à l'heure, ça marchait. Alors, normalement, j'ai autre chose que ça. J'ai fait une connerie. Ouais, ok. Je vais quand même regarder ce que j'ai, parce que je sais que je l'ai quelque part. Donc, normalement, je démarre mon conteneur comme ça, ou am I, tac tac, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pas mis de name. Ah, le network, il n'y était pas. Ok. Effectivement, si je ne l'ai pas attaché au network, ça ne marche pas. Donc, il s'appelait Who am I, c'est ça. Hop. Tac. -f. Hop. C'est cool. C'est bien de se planter comme ça. Hop. Donc, normalement, maintenant qu'il a le bon nom, voilà, il m'affiche ce que je veux. Bon, alors c'est tout moche, hein, c'est juste un. Il m'affiche le hostname du conteneur, son IP, etc. Effectivement, si je fais un docker ps, je le vois ici, c'est bien B49D quelque chose. Voilà, en fait, en gros, on peut s'attacher à un réseau avec d'autres conteneurs dessus, donc on peut, dans notre build, utiliser des artefacts qui viendraient d'ailleurs. L'autre, qui est un peu intéressant aussi, c'est qui, par exemple, tac, tac. Si je vais dans sample exquisite, non, peut-être pas lui. Je vais aller dans mon dossier de SSH. Hop. Est-ce que j'ai 4 là-dedans? J'ai 4. Donc j'ai un petit Dockerfile qui est comme ça, qui est assez grand. Je vais le builder. Je vais l'appeler fou aussi parce que j'ai pas d'idée. Je le build. Par défaut, si je regarde l'historie de mon image, je vois que j'ai tout ça de layers, chaque layer faisant cette taille-là. Et ça, les missing, ça vient de l'image parent. Donc dans mon cas, ça vient de l'image ici qui était Ubuntu. En fait, souvent les gens ils vont faire plein de trucs. Ça va prendre 1 giga, 2 giga, 3 gigas. Mais si on concaténait tout ça et qu'on prenait tous ces layers et qu'on les mettait en un, ça prendrait probablement moins de place. Donc on a l'option squash qui nous permet de faire ça. Donc au final, ça fait la même chose, ça réutilise le cache aussi. C'est juste qu'à la fin, ça squash le tout. Et donc si maintenant je re-regarde l'histoire de mon image, j'ai tous les layers que je voyais tout à l'heure en missing, c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai plus du tout, et j'ai que mon image finale qui fait 95 mégas, alors que tout à l'heure, elle en aurait fait, bon, probablement à peu près le même, parce que mon exemple n'est pas top, mais en gros, si j'avais fait une suppression de fichiers, etc., l'idée c'est, du coup, j'ai plus forcément à penser à optimiser mes runs pour faire 40 lignes dans un seul run, je peux faire 40 runs, faire un squash à la fin, et j'ai qu'un seul layer et pas 36. Donc voilà pour les deux qui sont existants. Dans ceux qui vont venir, il y a le multistage building. Alors là, l'idée, elle est assez sympathique. Hop. Et j'ai un petit exemple. Donc ça marche sous Linux et sous Windows, forcément. Donc autant être fou et essayer de le faire sous Windows. Donc l'idée, c'est déjà, j'ai plusieurs from dans mon Dockerfile. J'ai par exemple ici une application, j'ai besoin d'un front et d'un back, je ne sais pas pourquoi. J'ai une appli .NET, une appli Go, et je veux une appli finale qui est plus légère, qui n'a pas besoin d'avoir par exemple le .NET SDK, ou qui n'a pas besoin d'avoir le Go SDK, qui a juste besoin des binaires.
Et ben, avant, et nous on utilise énormément un Docker comme hack, on utilise un Makefile ou on utilise des scripts pour builder une image avec le SDK et tout ce qui va bien. On fait la compile, on démarre un conteneur, on extrait le binaire et on le remet dans un autre Dockerfile qui est beaucoup plus petit. On l'utilise énormément dans plein de projets. Là, l'idée, c'est qu'on n'ait plus besoin de faire ce hack-là, que Docker le supporte directement. Donc, ce que va faire Docker ici, il va builder ce premier, il va le mettre en cache, peu importe ce qu'il fait, mais en gros, il va lui donner un nom qui s'appelle build.net, un nom interne. Il va faire la même chose avec build.go, il va lui donner un nom en interne. Et derrière, dans le dernier, ou dans n'importe lequel d'ailleurs, on va pouvoir faire, quand on fait un copy, alors ça marche pour les copies pour l'instant et pour les variables d'environnement, à terme, beaucoup plus de choses seront supportées. Ça va par exemple dire, je prends tout ce qui était dans ces bins de cette image-là, précédemment créée, et je le mets dans... non, ce qui était dans .NET App, je le mets dans ces bins, et pareil pour build.go. Donc si on est assez fou pour le faire, et là j'ai besoin de tuer Docker, on va démarrer un Docker démon que j'ai compilé juste pour le plaisir. Hop, debug. Non, il n'est pas encore mort. Ok. Voilà, la baleine a disparu. Voilà, donc je démarre un démon sous Docker avec des window containers. Il va mettre un peu de temps à réagir. C'est normal, c'est Windows. Du coup, si je fais mon Docker build ici, je vais continuer à l'appeler fou. On va quand même s'assurer qu'il est bien démarré jusqu'au bout. Tac. Allez, plus que 8 secondes. Allez. Voilà, il a démarré, nickel, il écoute. Si je fais mon Docker build ici, ce qu'on va voir, il va envoyer le contexte comme d'habitude. Mon Dieu. C'est pas la bonne version du démon que j'ai démarré. Ok. Super. Donc je vais aller dans Docker. Je vais relancer la même commande. Il écoute, super, nickel. Donc normalement, là... Oh, putain. Non Pourquoi ce démon n'est pas le bon? Ah, c'est la grosse loose de ma part. Ok. Project. Sample multistage. Ok. Je retente juste pour m'enfoncer jusqu'au bout. On va vérifier un truc. Si je fais un Docker version, je pointe pas vers le bon. Ok, c'est normal. Tac, donc je vais aller dans celui-là. Je vais le quitter. Ok. Tac. Client, version, tac. Bordel. Alors, je vous avais dit que j'étais pas très doué sous Windows. Voici la preuve de ce que je vous ai dit. Hop. Je vais me remettre là. Si je fais un Docker version... Ah non, point Docker version, parce qu'effectivement j'ai compilé le client à la main. Voilà. Je suis en 1.15 et je suis en 1.13.0 dev, soit. On va quand même tenter le truc. Build, fou. Point. Non. Bon, voilà. Alors, faut me croire sur parole. Parce qu'en plus, j'ai pas fait de vidéo histoire de si je me plantais. L'idée, en fait, ce que je voulais montrer, c'est que le cache, du coup, marche comme avant. C'est-à-dire que si, par exemple, je modifie quelque chose juste dans mon appli .NET, il va rebuilder cette image-là et il va quand même réutiliser le cache pour l'autre image. Donc, je me retrouve avec un build automatisé et j'ai plus besoin, par exemple, de mon Makefile. Je suis un peu véreux d'avoir planté cette démo parce que c'était normalement la démo que j'ai pris le plus de temps à préparer. Parce que c'est très long de compiler Docker sur Windows, pour information. L'autre truc qui va arriver très bientôt,
c'est incremental context sending. Donc là, en fait, quand on fait un Docker build, ce qu'on voit, c'est qu'il envoie tout le contexte. Donc en gros, il va faire un tar gz ou un zip ou n'importe quoi du dossier courant ou du contexte qu'on lui a filé. Donc là, moi, c'est point. Et il envoie tout ça au démon, et c'est le démon qui se débrouille avec ça après. En fait, dans les prochaines versions de Docker, l'idée, c'est de pas avoir à faire ça et d'envoyer le contexte que quand le démon en a besoin. Et que donc le client établisse une connexion avec le démon. Le démon lui dit, ah bah tiens, dans cette partie-là du Dockerfile, j'ai besoin d'accéder à tel fichier ou tel fichier. Et c'est à ce moment-là qu'on envoie le contexte. Donc ça veut dire que si j'ai un dossier courant où j'ai 1 giga mais j'ai que 10 mégas qui me servent pour faire mon Docker build, j'ai pas besoin d'envoyer les 1 giga au démon juste pour builder 10 mégas. Ensuite, il y a eu d'autres petits ajouts qui sont arrivés, genre Swarm par exemple, qui est assez secure par défaut. On peut le configurer en mode autolock. Là, ce que ça veut dire, c'est que quand Swarm va vouloir utiliser des secrets ou autre, il va falloir qu'il soit unlocké. Et donc, si jamais, à chaque fois, quelqu'un va vouloir démarrer un service avec un secret particulier, il sera obligé d'avoir une clé, ou enfin, en tout cas, il faudra qu'il soit autorisé. Voilà, sur Swarm. Et autre truc qui est assez sympathique, pareil, qui est arrivé, je pense, avec la 1.13 ou la 17.03. Je suis un peu perdu avec les numéros de version, alors que je bosse dessus tous les jours. C'est le Docker Stack Deploy. Donc, tout le monde connaît Docker Compose, plus ou moins. On décrit nos services dans un compose file, donc dans un YAML, et on est capable de le démarrer et de le déployer. L'inconvénient que ça a plutôt, ce compose file, et le binaire Docker Compose qu'on connaît actuellement, c'est qu'il pointe sur l'API Docker initiale et pas sur l'API Swarm. Donc il était impossible de lancer un compose file sur un Swarm plutôt que sur un nœud simple. Et donc maintenant il y a Docker Stack qui nous permet de faire ça, qui prend en fait un flag compose file parce qu'il y a deux formats, il y a le format bundle et le format compose file. Comme au départ on avait fait que le format bundle et que tout le monde utilisait les compose files et veut du compose file, on a fait le compose file. Et du coup c'est assez simple de déployer un compose file sur son Swarm et que ça fasse la même chose. Sachant que du coup pour faire ça on a bumpé le numéro de version des compose files. Donc en fait quand vous écrivez un compose file, vous avez un petit version dans le compose file qui vous indique quelle version c'est. Donc par exemple version 2.0, 2.1, 3.0, etc. Et donc, les versions supérieures à 3.0 sont les versions qui marchent avec Swarm. Et dedans, on a supprimé quelques options, alors, supprimées ou en tout cas ne sont pas supportées dans le cas de Swarm, c'est par exemple le build, parce que si on fait un Docker Stack Deploy avec un build, vu qu'on parle à un Swarm, on ne sait pas sur quel nœud le mec il veut builder son image, donc on va juste lui dire tu ne peux pas la builder. Le volume from, parce qu'en fait, avec les volumes en first class citizen dans Docker, ça n'a plus vraiment d'intérêt de créer un conteneur juste pour y apposer des volumes. Et on a rajouté tout un tas de trucs spécifiques à Swarm qui sont dans le truc deploy où on peut dire bah, tiens, moi je veux tel nombre de réplicas, je veux que ce soit en mode global ou en mode répliqué, je veux qu'il y ait tel secret qui soit monté dans mon service, etc. En gros, tout ce que permet de faire Docker Service Create, donc tout ce que permet de faire... oui, alors là, je vais me faire piéger si je fais ça. Tout ce que permet de faire... dis-moi que j'en ai un, voilà, celui-là. Tout ce que je peux faire avec Service Create, donc en gros, -help, ce serait mieux. Et je vais le mettre en grand. Et je vais le relancer. Tout ce que je peux faire ici, quel port je veux publier, quel mount, donc c'est l'équivalent des volumes par exemple, des health checks, des variables d'environnement, tout ce qui est ici, je peux le mettre aussi dans mon compose file et que ça marche avec Docker Compose en local quand je dev et que ça marche quand je le déploie sur mon Swarm. Quelques autres petits trucs. Par défaut, en fait, Swarm, il va pas prendre le tag directement, il va résolver le tag, donc là, latest, avec le SHA 256 qui identifie au moment précis
l'image par son hash. Et du coup, ça permet si jamais je déploie mon nœud mon service sur mes X nœuds et que quelqu'un fait une mise à jour de Redis, moi je veux m'assurer que ce soit la mise à jour que j'avais programmée, que ce soit l'image que j'avais programmée au moment où j'ai démarré mon service, qui soit celle qui soit déployée. Donc on le pin par SHA. Il y a plein d'options qui ont été rajoutées, donc on les voit un peu là, mais et puis j'ai détaillé dans mon précédent talk, mais en gros les update delay, update failure, etc., les rollback, tous ces petits trucs-là qui sont assez sympathiques. Et il y a les service logs qui étaient en expérimental jusqu'à la version 17.03, qui devraient passer et être fonctionnels à partir de la version prochaine, donc à partir de la 17.05. Il y a pas mal d'autres trucs assez intéressants. On est capable de donner les contraintes existaient déjà, on est capable de donner des préférences aussi sur nos services dans Swarm, et donc de dire je veux que ce service-là il soit plutôt déployé d'une façon dans un certain mode ou dans un certain autre mode. Donc dire je veux qu'il soit plutôt réparti sur tous mes nœuds, ou je veux qu'il soit plutôt réparti sur tous les nœuds qui ont tel ou tel label. Mais ça n'est pas comme une contrainte où si jamais la contrainte n'est pas respectée, on lui dit gentiment qu'on ne peut pas se scheduler. Là, si la contrainte n'est pas respectée, c'est pas grave, je vais aller à un endroit où je peux quand même me démarrer. Et quelques petits autres trucs. Voilà, la version 17.04 va bientôt sortir. Alors, ça, c'était au moment où j'ai rédigé mes slides. Elle est sortie hier, donc elle est déjà sortie. C'est une version, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une version qui est en Edge. Donc c'est une version que vous n'aurez pas si vous installez Docker en mode stable. Et voilà, et si vous avez des questions, j'ai 3 minutes pour les questions, et il y a des micros ici. J'espérais avoir plus de temps pour mes questions et avoir moins de plantage dans mes démos. Donc, si vous avez des questions. Ouais. Tu me dis que j'ai oublié un point slash pour mon Dockerd. Tu me prends pour un... J'ai oublié un point slash pour mon Dockerd. Oh, ah oui, mais non. Ok, effectivement, je peux faire marcher ma démo si je suis assez vif. Programme data. Non, programme data. Docker. Docker.pid. Ok. Ça marche mieux. Ouais, bon, je me suis quand même chié. Mais voilà. Et du coup, je vais quand même montrer mon exemple jusqu'au bout. Si je modifie quelque chose dans mon main.go, par exemple, et que je mets hello from devox, tac, et que je relance mon build, on va voir qu'il va utiliser le cache jusqu'à arriver aux copies ça va un peu vite. Il réutilise cache jusqu'aux copies qui étaient ici. À partir de ce moment-là, il n'utilise plus le cache. On n'a plus le using cache qui est là. Donc là, il est en train de faire la compilation sous Windows, en Go. Ça met un peu de temps. Et ensuite, il va réutiliser le cache jusqu'à ce qu'il tombe sur cette ligne-là. Mais voilà, Go est assez lent sous Windows. Merci. Merci en tout cas.